Bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo du circuit-officiel.be. Aujourd'hui, une émission spéciale, oui, sur le coronavirus que j'ai aussi envie d'appeler le conardovirus. Je sais, ne zappez pas, vous êtes saturé d'informations sur le sujet, tout comme moi, je n'y échappe pas plus que les autres, mais dans cette vidéo, on va essayer d'aborder les choses différemment. Je sais que c'est du matraquage, mais justement, c'est bien l'occasion de voir un petit peu les choses sous un autre angle. Et avant d'aller plus loin, bon, je vais d'abord procéder à tout un ensemble d'avertissement qui me semble absolument indispensable. Alors, si les magasins ont été pris d'assaut par parfois des imbéciles qui veulent faire des provisions en veux-tu en voilà, eh bien, bon, il n'y a pas que ça. Ma messagerie aussi a été prise d'assaut, mais d'une manière quand même beaucoup plus sympa, de votre part, pour me poser des tas de questions, bien entendu. On comprend que chacun ait ses préoccupations par rapport à ce qui se passe. Des mails, mais aussi des vidéos, des liens, de la documentation, c'est pratiquement par terra, quelque chose d'incroyable. Vous comprenez bien que, comme tout le monde, mes journées ne font que 24 heures, je ne peux pas prendre connaissance de tout ça, c'est pas possible, surtout avec des JT qui font déjà 23 heures. Hein. Bon, donc au niveau des avertissements, il fallait que je vous signale une première chose, c'est que, contrairement à ce que certains s'imaginent peut-être, le CERPI ne procède actuellement à aucune étude sur le Covid-19. C'est facile à comprendre, d'abord parce que je me suis retraité de la parapsychologie et de l'ufologie, ce qui ne veut pas dire que je ne m'y intéresse plus, je m'y intéresse au contraire toujours autant, j'y travaille même encore, mais vous comprenez bien qu'à la sortie du Conseil national de sécurité qui préconisait donc le confinement, je n'allais pas procéder à un grand rassemblement des troupes, faire des briefings, des débriefings, des grandes réunions, etc. Ça n'aurait eu aucun sens, bien entendu. Donc non, le CERPI ne procède à aucune étude sur le Covid-19. Alors au niveau des avertissements, il faut également que je vous dise que confinement oblige, il n'est pas possible d'avoir accès au matériel sophistiqué qui pourrait présenter donc, je veux dire, une meilleure qualité d'image, et donc il faudra se contenter de la qualité que voici. D'autre part, eh bien, je n'aurai pas non plus la prétention d'avoir réponse à toutes vos questions. Je ne peux rien affirmer, je n'ai aucune preuve, je n'ai pas de boule de cristal. Ce qui est vrai aujourd'hui peut être faux demain. Les informations que nous recevons aujourd'hui peuvent être démenties demain. Les fake news qu'on reçoit actuellement peuvent être confirmées, c'est-à-dire donc authentifiées, comme les véritables informations peuvent être également démenties. Enfin bon, on est complètement dans le cirage, et justement, ce qui me paraît déjà assez étonnant, c'est qu'avec le matraquage d'informations que l'on reçoit quotidiennement, depuis quelques jours au moins, eh bien, finalement, on est toujours autant dans le cirage. Alors, je vais essayer d'être bien clair avec vous pour tout d'abord vous signaler que je n'ai absolument aucune compétence dans le domaine médical. Je ne suis pas médecin, encore moins virologue ou épidémiologue ou que sais-je en log. Euh, les seules compétences que je pourrais revendiquer sont des compétences en criminologie et en technique d'enquête, encore même celles-ci remontent à des études réalisées à la fin des années 70-80, donc c'est pas vraiment du up-to-date. Tout ceci simplement pour dire que voilà, il faut surtout pas prendre tout ce que je vais vous dire pour de l'argent comptant. Tout peut être remis en question, non seulement par l'actualité, mais tout simplement parce que, comme tout le monde, en tant qu'être humain, je pourrais me tromper. On va voir pas mal de sujets ensemble, mais donc vous savez dès le départ, je suis bien clair à ce sujet-là, que je n'ai pas la prétention de pouvoir vous affirmer des choses de manière tout à fait péremptoire, absolument sûre et certaine. Lorsque, au contraire, il s'agira de choses dont je suis absolument sûr et certain, là je vous en ferai part, mais vous verrez que ce sont des choses anecdotiques qui par contre peuvent quand même servir je dirais, de pistes de réflexion, ou alors encore de coïncidences qui parfois, vous allez le remarquer, peuvent être particulièrement troublantes. Justement, on va commencer par une petite anecdote parfaitement authentique. Celle-là, il se fait que donc j'ai été informé de l'arrivée de cette fameuse pandémie exactement en date du 27 janvier. Ça, à peu près pareil pour tout le monde par ici en Belgique et en Europe. Sauf que bon, ce qu'il y avait d'un petit peu bizarre et d'anecdotique, c'est que avant donc d'entendre cette annonce, j'avais entamé
la lecture d'un livre que voici, bon, c'est un livre de Robert Ludlum, Opération Hadès. Donc, en toute honnêteté, je vous le dis, je savais de quoi il était question. J'avais lu la 4e de couverture, je savais qu'il était question donc d'une pandémie avec un virus répandu, je veux dire, par quelques individus très peu scrupuleux, c'est le moins que l'on puisse dire, qui détenaient déjà le vaccin pour aller à contre, et qui, bien entendu, entendaient se remplir les poches, se ramasser des milliards de dollars. Bon, mais je ne vais pas spoiler la fin, quoi. Ce qui est anecdotique, c'est de remarquer, justement, que j'ai lu ça juste avant le déclenchement de la pandémie, ou plutôt son annonce, et que ben, on y retrouve certains caractères un petit peu semblables sous certaines facettes, parce que déjà maintenant on entend parfois de ci, de là, certains qui prétendent donc que on pourrait être à l'aube de la découverte d'un vaccin ou d'un médicament miracle, qui, bon, le cas échéant, pour ma part, je pense que ce serait hautement suspect, parce qu'il faut savoir que pour qu'un vaccin soit commercialisé, généralement, il faut entre, on va dire, 1 an et 18 mois. Donc, voilà, je ne dis pas que ce soit le cas ici présentement, mais en tout cas, voilà, bon, vous savez, bon, bah, vous avez compris, je crois, hein, bon. Mais encore une fois, je ne prétends pas que ce soit le cas, hein. Ma lecture suivante n'avait strictement rien de visionnaire, je vous le dis tout de suite. C'est Médecine en danger de Jean-Christophe Seznec et Stéphanie Rohan. Je vous montre la couverture, hein, voilà, comme ça. Bon, là, donc, c'était volontaire, hein, et rien de médiumnique, par exemple, mais ça décrit quand même bien une situation qui est pour le moins critiquable, voire déplorable quant à l'état de la médecine, de la profession donc de médecin. Ici, c'est surtout en France, mais c'est valable également en Belgique. Et puis alors, il faut signaler quand même une chose, c'est qu'à l'époque, donc aux alentours du 27 janvier, comme si l'on croyait que la Belgique allait être miraculeusement protégée d'un virus qui en réalité se fout complètement des frontières géographiques, euh, et ça ressemble un petit peu à l'histoire du nuage de Tchernobyl, dont vous vous souvenez peut-être, qui s'arrêtait miraculeusement aux frontières, vous vous rappelez, je sais pas. On disait donc, ça c'était notre ministre de la Santé qui disait: «Vous inquiétez pas, donc nous sommes prêts, il y a 55 lits qui sont prêts». Quand on voit la situation actuelle, on se rend compte à quel point donc nos structures n'étaient pas du tout prêtes à quoi que ce soit, loin s'en faut. Ma lecture suivante n'avait rien de véritablement visionnaire non plus. On était plutôt dans un contexte dans lequel, disons, j'essayais de sortir volontairement du domaine strictement médical. Et donc, je regarde dans ma bibliothèque, je trouve un bouquin que je n'ai pas encore lu, un bouquin de Robin Cook, Invasion. Et bon, je jette un coup d'œil rapide et je vois, bon, en fait, bon, c'est plutôt question d'extraterrestres qui arrivent sur Terre. Je commence la lecture, je vois que ça ressemble un peu par certains côtés au crash de Roswell, sauf que les engins, parce qu'il y en a plein, sont tout petits, hein, on dirait des galets noirs, comme ça, tout lisses, sans aucune aspérité, sauf que quand la personne la prend en main, elle se fait piquer et contaminer. Et que, eh bien, en tant que personne contaminée, elle développe certains symptômes qui ressemblent curieusement à ceux de la grippe. Eh ben, on revient sur la grippe, décidément, on n'y échappe pas non plus, comme au coronavirus. Euh, Sauf que ben, les personnes qui sont atteintes donc, n'ont que deux possibilités. Soit elles meurent et dans d'atroces conditions, soit elles deviennent différentes, euphoriques, j'avais envie de dire écologiques, mais je dirais plutôt soucieux de l'écologie, c'est aussi un sujet d'actualité, et ça me fait penser aux propos de Madame Dominique de Moulin, que j'ai entendu aujourd'hui même sur RTL TVI, qui disait, dans le contexte du confinement qu'on vit depuis aujourd'hui donc, qui disait ceci: on va peut-être passer du monde d'avant le coronavirus au monde d'après le coronavirus, sous-entendant donc de gros changements. Peut-être positifs d'ailleurs, il ne faut pas tout voir en noir. Mais cette phrase m'a interpellé. euh, J'y ressens, bon, mais ce n'est peut-être qu'une impression, il y a aucune affirmation là-dedans, hein, c'est une espèce de ressenti. Il me semble qu'il y a là-dedans
allusions potentiellement très lourdes, sur laquelle, bon, je ne peux tirer aucune conclusion, mais j'aimerais bien avoir vos commentaires, savoir ce que vous en pensez. C'est l'occasion de vous manifester, de dire un petit peu comment est-ce que vous voyez les choses, ce qu'il y aura un avant et un après le coronavirus qui bouleverserait complètement notre société. Il y a encore, en tout cas, une impression qui, chez moi, se dégage à propos de ce coronavirus. C'est qu'on est donc en présence d'un ennemi invisible, tout petit, 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 tellement petit qu'il est invisible, donc, mais que l'impression, qui n'est qu'une impression donc, hein, qui se dégage de cela, c'est que derrière ce tout petit machin se cacherait peut-être bien quelque chose de très gros qu'on nous prépare. Quant à savoir quoi, je vais vous dire franchement, j'en sais rien du tout. Et peut-être que justement c'est simplement une impression qui ne se base sur rien de concret, qui ne veut strictement rien dire. D'ici quelques temps, on va peut-être devoir mettre tout ça à la poubelle, hein. Bon, encore une fois, soyons clairs. Alors au niveau des impressions, et ce n'est pas vraiment qu'une impression, je crois, cette fois-ci, vous allez me le dire peut-être. Donc en fait, l'épidémie, la pandémie, donc aurait commencé en son épicentre de Wuhan, en Chine, en décembre 2019, et l'information serait arrivée en Europe vers la fin du mois de janvier 2020, donc évidemment. Soit à peu près un mois, à l'ère où la communication moderne dispose de moyens qui sont pratiquement instantanés. Comment est-ce qu'on doit comprendre cette bizarrerie apparente? Peut-être justement qu'il n'y a rien de bizarre là-dedans et qu'il faut considérer que la Chine est un milieu, comme on sait, encore très hermétique, surveillé sur le plan des communications, Internet qui est censuré, on ne fait pas ce qu'on veut, on est dans un régime dictatorial, etc. Bon, ok, donc il y a eu des freins, peut-être qu'on a voulu préserver l'image de la Chine, par exemple au point de vue touristique, parce que bon, il y a l'aspect financier quand même aussi. Peut-être simplement qu'on a voulu éviter un mouvement de panique en considérant que les choses pouvaient encore s'arranger. C'est possible aussi. Comme il est aussi possible que l'information soit bien passée, mais qu'on nous ait caché des choses. Ce n'est qu'une impression, ce n'est qu'une question. Hein, c'est pas une affirmation, mais je serais curieux d'avoir quand même vos commentaires, vos impressions. Et vous avez de la place ici en dessous pour les noter si vous le voulez bien. Ce serait sympa. Merci. Alors on en revient à un sujet qui, si l'affaire n'était pas aussi sérieuse, prêterait à rire. Et vous allez voir, je vais avoir quand même beaucoup de mal à garder mon sérieux en parlant de l'hypothèse de base, celle par laquelle donc l'épidémie aurait trouvé sa source à Wuhan, donc en Chine, du côté d'un marché aux bestiaux qui est donc traditionnel en Chine, paraît-il, bestiaux exotiques, aux chauves-souris, serpents, etc. Bon, soit. Donc, cette hypothèse s'articule comme ceci, bien qu'il y a différentes versions possibles, qui sont toutes du même acabit. Une chauve-souris aurait donc mangé un morceau de poisson avarié avant d'aller mordre un pangolin, lequel aurait probablement terminé à la casserole, avant de se faire manger par un Chinois qui aurait donc été contaminé par ce biais. Alors là, bon, moi je veux bien, mais c'est quand même dur à avaler, y compris le poisson avarié. Parce que, bon, il faut faire attention à l'analyse. Nous, en tant qu'Européens, l'une des premières réactions, c'est de se dire, il y a quelque chose d'invraisemblable dès le départ, parce qu'une chauve-souris qui mange du poisson, ça ne marche pas. La chauve-souris est essentiellement insectivore. Ça, c'est un réflexe d'Européen. Seulement, si on se renseigne un petit peu, si on prend de la documentation sur les chauves-souris, on voit qu'il existe d'autres individus qui ont un autre régime alimentaire. Et parmi ces chiroptères, on en trouve donc qui mangent, par exemple, des fruits. Bon, au niveau des fruits, par rapport aux poissons, des poissonniers, ça existe, mais ce ne sont pas des arbres ou bien des arbustes qui portent des poissons. Non, ça n'a pas de sens. Alors, ils mangent aussi du pollen de poisson. Moi, je veux bien, ok. Ou alors encore du plancton aérien. Moi, ça me fait penser aux baleines volantes, hein, parce que elles sont supposées, c'est ce qu'elles font d'ailleurs, manger du plancton, mais des baleines volantes, bon, ok. Les licornes aussi, bon, je sais pas, ce que vous voulez. Mais à la place de ces baleines volantes qui sont très difficiles à avaler, quand tu parles, on peut imaginer aussi un poisson volant. C'est plus simple, c'est peut-être un petit peu plus vraisemblable, sauf qu'un poisson volant avarié, ça va pas non plus
plus, je suis désolé. En plus, je sais pas très bien ce que le poisson vient faire là-dedans, à moins qu'il soit lui-même le vecteur de la maladie. Par contre, ce que l'on est obligé d'admettre parce que c'est comme ça, c'est que la chauve-souris est bien connue comme étant vecteur, vectrice, enfin donc qu'elle transporte le virus et que le pangolin est effectivement donc l'hôte réservoir de virus également. Donc il y a quand même aussi un certain niveau de plausibilité d'après ce qu'on nous dit. Sauf que quand même, ça reste très difficile à accepter. Si on met ça en parallèle avec le rasoir d'Occam qui privilégie l'explication la plus simple, je pense qu'on n'a pas vraiment trouvé ce qui était de mieux là. Pour être tout à fait vraisemblable, je vais dire que on peut considérer les choses plutôt dans l'optique d'une synergie, très vraisemblable cette fois-ci, entre la chauve-souris vecteur de virus et le pangolin donc hôte réservoir. Les deux ensemble, ça fait un cocktail explosif, on peut s'en contenter. Là, on est déjà plus dans le vraisemblable, mais on n'a pas vraiment besoin non plus, même pas de cette synergie, puisqu'il suffit de considérer, même si c'est pas flatteur pour eux, les animaux, quels qu'ils soient, même notre chien, notre chat domestique, comme des objets, puisque une simple poignée de porte peut présenter un virus et donc participer à une contamination. Donc il suffit d'un seul animal porteur, en tant qu'objet, donc du coronavirus, pour transmettre la contamination, la maladie. Mais il y a autre chose qui me paraît assez invraisemblable dans l'histoire. Il se fait que le marché aux bestiaux en question, celui de Wuhan, et là, j'invente rien, ça existe, c'est sûr et certain. Ce qui est moins sûr, c'est la proximité. Je me suis laissé dire qu'il était une question de 300 mètres, mais ça reste à vérifier. Donc là, je ne m'avance pas. À 300 mètres, donc de là, je vais le mettre au conditionnel prudent, figurerait, mais là c'est certain, un P4, c'est-à-dire en fait un laboratoire d'études et d'expérimentation des agents hautement pathogènes comme Ebola, le sida et tout ça, tous ces trucs-là qui sont donc très dangereux, qui sont manipulés dans un cadre de haute surveillance avec des tas de systèmes de protection et tout ça, mais qui peuvent quand même, de toute façon, faire l'objet de défaillances, d'erreurs humaines, etc. Pourquoi pas? Ça arrive aussi. La sécurité à 100% n'existe pas. Encore une fois, je ne prétends pas que ça provienne de là. C'est peut-être complètement indépendant. Ce qui, en revanche, apparaît comme assez évident, c'est le silence assourdissant des médias, surtout mainstream, à propos de l'existence de ce P4, qui ne fait, elle, aucun doute. Vous pouvez contrôler, vous pouvez regarder, on nous parle du coronavirus, de ses origines, de son évolution, etc., pendant des heures et des heures par jour, à la radio, à la télévision, sur internet, etc. Il faut bien chercher pour trouver un rapport, pour trouver un endroit où on trouve donc le P4 de Wuhan dans le cadre du contexte actuel. Et ça me paraît bizarre. Et c'est encore l'occasion pour moi de vous demander, voilà, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Vos commentaires ici en dessous, ça ferait toujours aussi plaisir, et encore merci. Alors, vous savez que moi, quand on a ouvert une parenthèse, il faut la refermer. On va boucler la boucle en évoquant l'anecdote dont je vous parlais tout à l'heure en début de vidéo à propos donc de cette lecture de Opération Hades, le bouquin un peu visionnaire. Et bien justement, si on s'en réfère à l'histoire du P4 de Wuhan, eh bien, il faut savoir que dans Opération Hades, il est également question d'un P4, le P4 de Fort Detrick aux États-Unis. Coïncidence supplémentaire, comme ça, au passage. Voilà. Bon, je vais aborder ici maintenant, donc avec vous, un sujet difficile. Et il faut directement que je procède à une mise au point, parce que je suis sur un terrain glissant, dangereux. Alors je voudrais donc, pour commencer, donc exprimer mon plus profond respect pour les personnes décédées, ainsi que pour les personnes contaminées, en difficulté, en danger, et je voudrais préciser également qu'il ne s'agira pas, dans ce qui suit de la vidéo, de ma part, d'un quelconque négationnisme covidien à l'égard de l'existence du coronavirus. Coronavirus qui de toute façon existe, puisque c'est un terme générique qui représente plusieurs pathologies différentes,
bien définie, sauf pour le Covid-19 qui lui est un petit peu moins connu, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, résumons-nous, je ne prétends absolument pas que le coronavirus, le Covid-19 pour être plus précis, n'existe pas, qu'il n'y a pas de personnes décédées, qu'il n'y a pas de personnes infectées. Je ne prétends rien de cela. Mais, par contre, je me pose des questions qui me paraissent légitimes, quant au nombre réel de personnes concernées. Pourquoi cette question? Donc, toujours avec le plus profond respect. En Chine, on a évoqué donc 3 4 000 morts, tout dépendant de la période. C'est de toute façon, évidemment, même un mort, c'est un mort de trop, nous sommes d'accord, hein, il n'y a aucune discussion là-dessus. Sauf que, bon, certains médias bien avisés, jouissant d'une notoriété considérable et faisant intervenir des personnes pointues, donc apparemment une bonne référence, laisse sous-entendre que le nombre de victimes en Chine pourrait être multiplié par 10. C'est quand même grave, parce que bon, à ce moment-là, on arrive déjà à 30, 40 000 personnes décédées. C'est pas le même topo. Et là, on peut comprendre qu'une certaine panique s'installe ou qu'on veuille cacher, mais cacher au niveau sanitaire, c'est pas non plus tellement indiqué, c'est un petit peu irresponsable. D'autres chiffres vont beaucoup plus loin et s'en vont jusqu'à 85 000. Voilà. Alors, on montre des images, fake ou réalité, on n'en sait trop rien. Des cadavres emballés dans des combis qui partent en stummelings, comme on dit hein, chez nous, donc en catimini, on va dire. Des gens dans la rue que l'on peut prendre pour des cadavres abandonnés ou des SDF, on ne sait pas très bien en fait. Et on évoque également des crématoriums qui fonctionneraient 24 heures sur 24, les hôpitaux saturés, etc. Mais on ne sait toujours pas quelle est la réalité au niveau du nombre réel de personnes décédées en Chine. Si vous avez des informations sérieuses, officielles, certaines, avec une certitude à 100%, je vous invite à me les communiquer, ça m'intéresse fortement. Actuellement, toujours à propos de la Chine, on prétend aussi autre chose, c'est que la situation s'améliorerait, et tant mieux, il y a de quoi s'en réjouir. Seulement, là aussi, il y a moyen de relativiser. D'après ce que je crois en savoir, je reste prudent dans ce que je dis. Hein, bon, il s'agit d'aucune affirmation. Par contre, ce que je vais ici vous exposer provient de Wikipédia. Apparemment, donc, en Chine, on procéderait pour le dépistage uniquement par radio des poumons. Sauf que ce ne serait pris en charge par l'État qu'en cas de positivité. Et il faut comprendre, ça figure toujours dans Wikipédia, ce que je vous dis là, que les personnes qui ne seraient donc pas positives devraient y aller de leur poche de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Alors évidemment, là, ça a un caractère particulièrement dissuasif qui ferait fallacieusement diminuer le nombre de personnes infectées. S'il n'y a pas de docteur, s'il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de diagnostic. S'il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de malade. S'il n'y a pas de malade, il n'y a pas de pandémie. Bah, c'est un raisonnement un peu de ce genre-là. Mais évidemment, c'est complètement faux. Donc là, moi, j'aimerais bien avoir des renseignements quant à la réalité des faits. Et il faut bien reconnaître que c'est très difficile à vérifier. Quant au cas ici en Belgique, encore une fois, je ne veux nullement me montrer insultant par rapport aux personnes qui seraient décédées, qui sont vraisemblablement décédées ou qui sont infectées. Donc, voilà, j'espère avoir été tout à fait clair à ce niveau-là. Par exemple, je vais prendre le cas de la Belgique, puisque je suis belge, que j'évolue en Belgique et qu'on a un site belge. Jusqu'il y a peu, on avait 10 victimes, 10 personnes décédées, et maintenant, c'est passé à 14, très malheureusement. Le jour d'avant, de ce que je vous évoque ici maintenant, il n'y en avait que 5. Mon fils me faisait remarquer, à très juste titre d'ailleurs, tu vois, le score a doublé.
Score, c'est un mot un peu malheureux parce qu'il n'y a pas question de football, il est question de décès. Mais bon, sur le plan mathématique, c'est inévitable. Voilà, on a doublé le nombre de décès. Ça a quelque chose de grave, oui, de déplorable même, de très triste, ok. Euh, mais ce qui est également mathématique, c'est que par rapport à la population, ça ne représente que moins de un millionième de la population, puisque la Belgique comporte environ 11 millions d'habitants. Alors c'est évidemment toujours très dommage pour les morts, mais est-ce que la proportion nécessite de telles précautions, une telle panique, un confinement, enfin bon, tout le tralala, quoi, alors que d'autres pathologies interviennent chaque année, faisant au moins autant et souvent beaucoup plus de morts, alors que ça passe quasiment inaperçu et qu'on ne fait pas de confinement. Il y a là quelque chose qui paraît contradictoire. Là aussi, j'aimerais bien avoir votre avis. Encore une fois, moi, j'ai pas de réponse. Ce sont des choses que je constate. Ce sont des questions que je me pose aussi sur des trucs qui paraissent bizarres. Un autre truc, bon, peut-être plus simple, c'est que je me trouve ici, au moment où je vous parle, dans une région qui est particulièrement touchée par le Covid-19. Euh, et pourtant, bon, malgré que je connaisse énormément de gens, j'ai des collègues, des confrères, tout ça par centaines, des contacts, bon, de la famille, des connaissances d'amis, bon, tout ça, eh bien, là-dedans, je peux chercher tant que je veux, je ne connais pas l'une de ces personnes qui connaîtrait un parent, même éloigné, qui serait décédé. Bon, mais cela dit, je ne connais pas tout le monde à Ostende, ni à Liège non plus, quoi. Mais bon, bon, voilà. Vous, personnellement, est-ce que, malheureusement, vous connaîtriez, vraiment, en direct, je veux dire, quelqu'un qui serait décédé? Pas seulement sur base de ce qu'on nous raconte, je veux dire, mais bon, réellement, vous comprenez, voilà. Toujours avec le plus profond respect. J'insiste lourdement là-dessus. Parce qu'il ne faut pas rigoler avec la mort, il ne faut pas rigoler avec la maladie, les questions de santé. C'est vraiment très important. Mais si on nous ment, c'est grave. La situation telle qu'on nous la présente, c'est grave aussi. Mais on aimerait bien savoir où on se situe réellement. Est-ce qu'on nous cache des choses parce que c'est encore plus grave, ou bien est-ce qu'on les exagère pour cacher quelque chose d'autre qui pourrait lui aussi être grave? Point d'interrogation. Et la réponse, eh bien, c'est je ne sais pas. Voilà. Bon, alors je vais maintenant ici évoquer un autre sujet difficile avec vous, tout en précisant tout d'abord que je ne suis absolument pas complotiste ni conspirationniste, que ce soit bien clair également. Donc pour moi, la Terre n'est pas plate, elle est plus ou moins sphérique et elle tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Et l'homme a bien mis le pied sur la Lune, il a même mis les deux, il y a plusieurs reprises. Je ne crois pas du tout non plus que les extraterrestres soient impliqués dans l'affaire du Covid, n'en déplaise à certains milieux pourtant avisés qui semblent vouloir sous-entendre le contraire. Moi, je n'exprime ici que mon opinion, et j'ai le droit de mes opinions, et je les exprime donc parce que j'ai le droit de l'expression. Par contre, ce qui me semble, et je dis bien ce qui me semble, ce qui ne veut pas dire que ce soit la réalité, que nos gouvernements, que ce soit en Belgique, en France, en Italie, en Espagne, à tort ou à raison, ça c'est une autre question, essayent d'instaurer un régime de peur, sinon de panique, voire de terreur. Je voudrais simplement signaler qu'ici en Belgique, par exemple, on se trouve maintenant, depuis le confinement et déjà un peu avant, dans un climat pire que lors des attentats, là où les militaires descendaient dans les rues, souvenez-vous. Et militaires d'ailleurs dont on semble entendre de plus en plus le bruit de bottes aussi. À tort ou à raison, on reviendra sur ce sujet peut-être un petit peu plus loin. Alors donc, qu'est-ce qui me permet de dire qu'apparemment on essaye d'instaurer un régime de paix? Ben, c'est ce qu'on remarque par le matraquage médiatique, bien entendu. On enfonce le clou, c'est la répétition, c'est le danger. Le danger est à notre porte. Le danger est partout. La contamination est omniprésente. Il y a le nombre de décès, il y a le nombre d'infections. C'est pareil dans d'autres pays voisins. Bon, bon, j'ai pas besoin de continuer, vous connaissez, vous l'entendez à longueur de journée. Et puis, vous avez certains propos qui viennent de personnes
théoriquement intelligentes et qui doivent avoir quand même un minimum de psychologie. Je vais prendre le cas, je crois que c'est Emmanuel Macron qui avait dit ça, en s'adressant à la population, à ces Français et Françaises, donc, par exemple, écoutez, surtout ne paniquez pas. C'est un bon conseil en soi. Évidemment, il ne faut pas paniquer. Mais je crois, je pense, moi personnellement, que c'est une faute, une erreur de stratégie et de psychologie des foules. Parce que si vous dites devant une grande assemblée de personnes, tout un peuple, surtout ne paniquez pas, comment les gens vont réagir? La plupart, qui sont pas toujours seulement confinés, mais parfois compte au cours, vont se dire, si on nous dit ça, c'est parce que la situation est grave. Et elle est très probablement grave. Si la situation est grave, on panique. Et ben voilà, oui. Autrement dit, donc, partant d'une bonne intention, on obtient le résultat exactement inverse. Est-ce que c'était volontaire ou est-ce que c'était simplement maladroit? Là, on va revenir en Belgique avec certains points qui m'interpellent. Je vais vous faire grâce de toutes les blagues qu'on raconte, et des complications, parce que c'est vrai que la Belgique est un pays très difficile à manœuvrer. Parce qu'il y a beaucoup de divisions communautaires, notamment, donc on n'a pas vraiment de gouvernement, sauf, je veux dire, un gouvernement d'urgence à cause de ce fameux Covid-19, et on rencontre toutes sortes d'absurdités pas possibles, donc je ne vais pas vous faire l'immigration. Je vais quand même vous en sortir une, parce que celle-là, elle me paraît savoureuse. C'est, je crois, dans la commune de Anse, les personnes qu'on peut trouver dans la rue, donc, et qui simplement se tiennent par la main ou se font un bisou, sont passibles d'une amende allant jusqu'à 250 euros. Je ne sais pas si vous imaginez, quoi, mais bon, c'est vrai que leur seule présence dans la rue peut entraîner une contamination. Mais c'est la même chose pour toute personne circulant, même seule, dans la rue. Le jogger, la personne qui va travailler, pas besoin d'assister, vous avez compris. Et là, on prend le cas de monsieur et madame qui se tiennent par la main, normalement, comme d'habitude. Ceux-là sont passibles de 250 euros, en sachant que, bon, bien, pareil donc pour le bisou, en sachant très bien que quand ils vont rentrer chez eux, pensez-vous qu'ils vont rester à 1,50 m de distance dans leur foyer et qu'ils vont s'abstenir de faire tagazou, tagazou? Je crois pas, donc hein, c'est un peu débile sur les bords, quoi. Bon, ça c'est mon opinion, encore une fois, j'ai le droit de l'opinion. Maintenant, donc pour faire respecter le confinement probablement nécessaire, la question n'est pas de le contester, mais de se poser quand même certaines questions quant à la vraisemblance de ce que l'on nous avance au gouvernement. On nous dit de but en blanc, le jour même de ce confinement, on va insuffler, pour faire respecter ce confinement, on va insuffler dans la population 10 000 policiers. Je dis bien 10 000 policiers. Ok. Alors, que ça fait des mois et des mois, pour ne pas dire des années, qu'on sait qu'ils sont en sous-effectif. Et de toute façon surchargés de travail administratif, etc., qu'ils ne peuvent pas être partout, ce qui est humainement absolument vrai. Mais donc, comment vont-ils faire pour insuffler dans la population 10 000 policiers qu'il faut normalement sélectionner, trier sur le volet, former, préparer, entraîner? Ça ne peut pas se faire sur 24 heures. C'est impossible, à moins de disposer d'une réserve qui était là, latente, sur le côté, en attente, et bon, voilà, en attente d'un Covid, par exemple, ou bien d'autres choses. Je ne sais pas. Il y a là quelque chose qui me paraît bizarre. Et là, encore une fois, j'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet. Si vous avez des solutions à me proposer, ben, vous avez toujours la place là, en dessous des commentaires. Je sais bien, je fais répétitif, mais bon, je ne suis pas le seul, hein. Vous écoutez les médias, vous allez y avoir aussi plein de répétitions. Donc, bon, désolé, mais bon, on va faire passer un petit peu de l'humour aussi. Avant d'en venir au sujet des militaires, je voudrais évoquer avec vous le point du plan mondial, donc de la répartition géographique de la pandémie, qui est disponible à tout un chacun en temps réel sur Internet. Il suffit de faire une recherche, vous le trouverez aisément. Donc vous avez un planisphère sur lequel vous pouvez voir les régions qui sont touchées. C'est facile, c'est bien fait, c'est bon. En même temps, peut-être que quelque part, ça participe un petit peu à la politique de terreur que j'évoquais tout à l'heure, mais bon, c'est discutable.
on ne va pas s'attarder sur ce sujet. On peut voir sur ce planisphère plusieurs choses. Bon, évidemment, et on s'y attendait, en Chine, gros foyer d'infection. C'est pas seulement la Chine, c'est aussi tous les pays autour, donc on va dire toute l'Asie, l'Océanie. Bon, si on se dirige vers l'Europe, on voit qu'il y en a en Turquie. L'Europe, évidemment, est très concernée avec la plupart des pays qui sont touchés. Les gros pays, la France, l'Espagne, l'Italie, bon, il n'y a pas besoin d'assister. Vous avez compris, si vous redescendez vers le continent africain, vous constatez une chose qui est assez manifeste, c'est qu'en Afrique, il y a quasiment rien. Je ne pas dit qu'il n'y avait rien du tout, il y a presque rien. On dirait que l'Afrique est très épargnée par ce phénomène. Tant mieux pour les Africains qui ont déjà beaucoup de problèmes à supporter, qui ont déjà beaucoup de morts, dont on ne parle pas. Enfin bon, soit. Ou très peu. Peut-être que c'est parce que beaucoup de ces régions sont désertiques et que donc le virus ne sait pas se propager, ou est-ce que c'est à cause des conditions atmosphériques? Je ne sais pas. Bon. Si on remonte vers les pays scandinaves, là aussi, ça faisait un petit peu exception, quoique ça a l'air de changer. Je m'empresse de dire aussi au passage que ce dont je vous parle ici maintenant, c'est ce que j'ai pu constater par moi-même il y a très peu de temps. Je vous parle en question d'heures à peine, hein, donc, mais ça a pu changer entre-temps. Ça a pu changer du tout au tout et tout est possible. Il y a trop de T dans cette phrase. Autre chose qu'on remarque, c'est que si on va de l'autre côté de la carte, on arrive du côté de la Russie. Il n'y a rien. Il n'y a rien en Russie. Rien ou quasi rien, on va dire, parce que bon, quand même pas non plus. Hein. Bon, alors là aussi, c'est un pays gigantesque, colossal, avec beaucoup de régions désertiques. C'est aussi un pays hermétique. Hein, pour l'information, bon, sur la Russie, on y repassera. Mais en dehors des étendues désertiques qui seraient donc susceptibles de bloquer la propagation du virus, on a quand même des moyens de communication aussi en Russie, et il y a quand même aussi des grandes villes avec une forte densité de population, où on parle à coups de millions. Euh, donc il y a quand même quelque chose qui semble aussi contradictoire, exceptionnel, et sur lequel on peut se poser des questions. J'en tire aucune conclusion, hein, je n'ai pas fait dans le conspirationnisme. On peut envisager, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais le problème c'est que c'est rien. On pourrait évidemment parler pendant des heures de ce fameux Covid-19 et on n'en aurait pas encore fait le tour. Il y a tellement à dire, tellement de questions à se poser, à retourner dans tous les sens que bon, j'arriverai pas au bout aujourd'hui. En tout cas, peut-être que je ferai une autre émission. On verra bien quelle sera la réaction de votre part à cette vidéo. Mais bon, je vais peut-être revenir ici brièvement sur le sujet des militaires pour dire que voilà, bon, ce sont des rumeurs qui sont parvenues à mes oreilles, comme quoi donc, eh bien, donc, on remarquerait des convois militaires. Bon, on remarque des convois militaires en tout temps, et donc pourquoi pas maintenant. Sauf qu'on peut quand même se poser la question aussi, tiens, ces militaires qui circulent dans des camions bâchés, par exemple, sont dans un pur confinement, enfin, ils sont rassemblés dans un confinement particulier, et apparemment, donc, ces militaires, ils doivent être immunisés, parce que sinon, bon, il y a aussi quelque chose hein, un petit peu bizarre, quoi. Euh, alors, ça peut se comprendre aussi, tout simplement, parce que pour venir en aide au milieu médical, on peut évidemment dépêcher le nécessaire pour élaborer des tentes, des hôpitaux de campagne, si vous voulez, qui donc nécessitent de la main-d'œuvre et donc des bras pour faire le travail à l'intérieur, pour tout installer, pour le monter, mais également pour le protéger. Il faut des sentinelles armées pour éviter, par exemple, les risques de pillage, de vandalisme, etc. Donc, bon, une partie de cette présence militaire peut être justifiée, même si on peut se poser certaines questions sur les dispositions. Euh, D'autre part, il y a également des manœuvres de l'OTAN pour lesquelles on peut se poser les mêmes questions. Ces manœuvres de l'OTAN, si elles sont justifiées, pour des raisons quelconques sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, est-ce qu'elles n'auraient pas dû être annulées justement pour les mêmes raisons que l'on pratique un confinement de la population? Est-ce que ça ne fait pas un petit peu exception juste pour les militaires? Alors qu'eux aussi sont susceptibles d'être contaminés et de contaminer. Donc, je ne sais pas. Maintenant, bon, les militaires qui accompagnent des détachements médicaux
pour les protéger, je veux bien, mais normalement, ils ne devraient pas comporter de canon. Or, c'est aussi une rumeur que je n'ai pas vérifiée, donc je ne prétends pas que ce soit la réalité, mais si c'est vrai, on peut aussi se poser des questions. Pourquoi des canons? Parce que des canons pour lutter contre un virus, c'est quand même pas mal disproportionné, hein. Là, dans les résultats, là, on y va fort, quoi. Bon, comprenez comme moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, quoi. On va tout doucement s'orienter vers la fin de cette vidéo, qui est quand même déjà assez costaud, qui prend du temps et qui n'était pas toujours facile à avaler. Encore une fois, je n'ai pas la prétention d'avoir le fin mot de l'histoire, de savoir quoi que ce soit. J'ai posé plus de questions que j'ai donné de réponses. Et maintenant, ici, je vais peut-être paraître un peu conspirationniste avec ce que je crois être amené à pouvoir penser sans être sûr de rien. C'est que en instaurant ce régime de peur, on viserait peut-être un certain conditionnement de la population dans un contexte où justement celle-ci est déjà, et depuis longtemps, de plus en plus privée de ses droits acquis, de sa confidentialité, du respect de la vie privée, fait l'objet d'une surveillance constante, de plus en plus accrue par caméra, par Internet, par géolocalisation, par satellite, par tout ce que vous voulez, et que l'on en arrive à quelque chose du style vaccination obligatoire. Entendons-nous bien, je n'ai strictement rien contre les vaccins. Au contraire, c'est une excellente chose, à condition, bien entendu, que ça se passe dans une optique parfaitement saine. Donc, pour guérir les gens, pour les soigner, pour augmenter le niveau sanitaire, pour éradiquer des maladies carrément de la planète, ça c'est une excellente chose. Peut même accepter certains dégâts collatéraux. Encore une fois, j'ai rien contre les vaccins, hein, que ce soit bien clair. Par contre, on pourrait se poser la question, d'une part, quand est-ce que ce vaccin arriverait sur le marché? Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, si ça devait arriver trop tôt, ce serait hautement suspect. Vous savez maintenant pourquoi. Si ça arrivait trop tard, ce serait dommage, mais bon, ce serait plus vraisemblable en même temps. Bon, pendant ce temps-là, il y aurait plus de décès. Est-ce qu'on voudrait aussi en même temps diminuer la population mondiale? C'est ce que, apparemment, d'après certains propos de dirigeants chinois, on serait aussi en droit de croire. Certains ont dit quelque chose comme la Chine maintenant va être pratiquement obligée de faire la guerre pour augmenter son espace vital, un peu comme l'aurait dit Hitler en son temps, hein. C'est un petit peu du pousse-toi de là que je m'y mette, parce que la Chine, il y a 1,7 milliard d'habitants et que, bon, évidemment, on arrive à une saturation. Ou alors, deuxième possibilité, c'est de sacrifier sa propre population, ou peut-être les deux ensemble, j'en sais rien. Je reviens à mon histoire de vaccin, il faut voir aussi ce que l'on mettrait dans ce vaccin. S'il n'y a que l'optique saine que j'ai évoquée précédemment, aucun problème. Si par exemple, il venait à l'idée de quelqu'un d'y mettre une puce RFID, par exemple, sophistiquée, miniaturisée, maintenant c'est tout à fait possible. Et je signale à ce sujet-là que, par exemple, en Suède, et même, je crois, en Belgique, eh bien, pour des principes que je vais qualifier de futiles, à savoir l'entrée en discothèque, eh bien, des gens se font déjà pucer, RFID, simplement, donc pour pouvoir rentrer dans la discothèque, tout simplement. Bon, alors donc, pourquoi pas, hein, ça passerait, on n'arrête pas le progrès, les gens sont conditionnés, c'est normal, c'est la mode, il y a des avantages aussi. Et bon, encore une fois, il ne faut pas tout voir en noir, ça pourrait aussi avoir des côtés positifs. Malheureusement, bon, on évoluerait peut-être aussi vers un contrôle total, exhaustif, général de la population. C'est là qu'on a envie de parler de ce mot que je n'aime pas, de nouvel ordre mondial. Bon, il a quand même fallu que je le dise, mais c'est par obligation. Rien ne dit que c'est vers cela que l'on évolue. Je peux tout à fait me tromper, mais je me dis que c'est peut-être un risque auquel il faut penser. Alors bon, il ne faut pas avoir exagérément peur, il faut être prudent.
Et l'une des premières prudences à exercer, je crois, c'est rester calme, et de s'informer le plus possible, de s'informer valablement, de croiser les informations, de poser les questions, de poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. Parce que le savoir, c'est aussi le pouvoir. Le problème, c'est que pour disposer d'un pouvoir effectif, opérationnel, il faut également disposer du nombre. Et c'est là que le problème se pose. Bon, j'ai terminé par la conclusion. C'est d'ailleurs toujours mieux de mettre la conclusion vers la fin. C'est mieux, question chronologique, quoi, et organisation. Bon, donc, je vous parlais du nombre. Et justement, à propos du nombre, je me suis posé récemment une question qui interpelle et pas qu'un peu. Je vais vous la présenter tout de suite, vous allez comprendre. En tant que webmaster qui se respecte, j'ai consulté les statistiques de fréquentation du site. Je parle de l'ancien site, donc qui était encore valable fin 2019, donc en décembre. Et puisque le nouveau site n'est apparu que le 5 janvier, donc la transition officielle s'est faite le 5 janvier, mais bon, on va pas chipoter pour quelques jours, c'est pas ça qui fait. Donc j'ai consulté pour plusieurs semaines au cours du mois de décembre la fréquentation du site au niveau du nombre de visiteurs, au niveau des sessions et au niveau de l'origine des visiteurs. Alors, sans grande surprise, arrive en première position la France. C'est pas étonnant, parce que en Belgique, on va arrondir, on va dire 10 millions d'habitants. En France, quelque chose comme 65 millions d'habitants. Pardonnez-moi si je me trompe, ça ne doit pas être de beaucoup en parlant de millions. Mais disons que, bon, surtout avec les contacts avec l'Académie française et toutes les autres personnes qui sont concernées par nos échanges divers, donc c'était assez prévisible. Ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est qu'arrive en deuxième position, devinez qui? La Chine. La Chine avec 25% de visites du site du Serpi. Alors là, bon, je sais bien que sur le plan strictement mathématique, on peut dire, voilà, la Chine, donc c'est un pays de 1,7 milliard d'habitants. Donc mathématiquement, il y a une forte proportion de... Sauf que, bon, ouais, il faudrait trouver des Chinois francophones, ça existe, bien entendu. Ou alors, par exemple, des touristes belges et français qui se rendent en Chine et qui se branchent pendant leurs vacances sur le site du Serpi, en sachant que dans le régime où ils se trouvent, c'est pas vraiment facile de se connecter sur n'importe quel site, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, bon, ça pouvait apparaître comme une exception, c'est pas le cas. En fait, ce qui apparaît, c'est la fréquentation tout à fait particulière et particulièrement importante des visiteurs apparemment chinois, ou disons d'origine chinoise, pendant le mois de décembre 2019. Est-ce que c'est une simple coïncidence? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion? Je ne sais pas non plus. Je vous le présente parce que c'est un fait vérifiable euh, qui me paraît bizarre et que je vous expose tout simplement. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on peut en faire, mais bon. Moi, ça m'interpelle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous avez une explication? Si vous êtes à l'origine de l'une de ces collections, n'hésitez pas à vous identifier, quoi, pas de problème, ça me fera plaisir. Il y a aussi une chose que je vais m'empresser de contrôler, ce sera de voir si justement cette vidéo qui traite du coronavirus, du Covid-19, avec ses questions, ses réflexions, ses côtés parfois apparemment un peu conspirationnistes et pour lesquels pourtant j'ai apporté plein de précisions, de mise au point, etc., etc. Je pense que j'ai été vraiment très très clair sur le sujet. On va donc bien voir si cette vidéo, comme tant d'autres traitant du sujet, va se trouver censurée. Bon, alors maintenant, sur quoi voulais-je en venir pour conclure? Eh bien, bon, et bien évidemment, sur le plan démographique et sur le plan militaire, la Belgique ne peut pas du tout rivaliser contre des pays comme la France, la Russie, les États-Unis, la Chine, bien entendu. Bon, c'est évident. Néanmoins, la Belgique est un pays dont l'importance n'est pas négligeable, non seulement par le nombre de ses institutions importantes, par le fait que, mine de rien, il y en a plus d'un, parfois des grands, qui se sont cassés les dents sur ce tout petit pays.
Hein, bon, je ne vais pas exacerber certaines sensibilités, mais bon, pour ceux qui ne me croiraient pas, bon, je leur rappellerai par exemple Waterloo pour les Français. Il est évident que ce n'était pas seulement le fait des Belges qui avaient très peu à dire, mais je veux dire que c'est souvent chez nous qu'on vient régler des conflits, qu'on vient se battre. Pour les Allemands, par exemple, ben, il y avait Ypres en 14-18, il y a aussi eu les chasseurs ardennais, dont on ne parle pas assez, et qui ont offert une résistance importante à l'envahisseur. Il y a aussi eu la contre-offensive des Ardennes, où les Allemands, dans leur tentative quelque peu désespérée, se sont aussi cassés les dents, mais c'était pas non plus à cause des Belges qui eux, se sont fait trucider, mais c'était là que ça se passait. C'est souvent en Belgique que ça se passe. Et donc, bon, en Belgique, on a une devise. Et cette devise, c'est l'union fait la force. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure en parlant du nombre. Si on veut avoir une possibilité de réagir éventuellement pour le cas où ce serait nécessaire, donc à l'établissement de dispositions complètement liberticides, d'essayer seulement d'envisager la possibilité de réagir à l'établissement de ce terme que je n'aime pas beaucoup, le nouvel ordre mondial, avec le contrôle total et tout ça, eh bien donc, ce serait vraiment très opportun que l'on puisse mettre en pratique cette devise «L'union fait la force». Seulement apparemment, on applique une autre stratégie pour le moment, peut-être complètement déphasée, hein, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, je vous le dis franchement. C'est peut-être pas du tout de ça dont il s'agit. Mais en tout cas, bon, on est occupé apparemment d'appliquer la stratégie inverse, celle qui consiste à diviser pour régner. Somme toute, on est occupé d'un côté de nous dire rassemblez-vous, hein, pour être plus fort pour lutter, mais attention, rassemblez-vous à 1,50 m de distance, et chacun chez soi. Vous faites un rassemblement général, mais complètement en dispersion, hein, voilà, loin, très loin, chacun de son côté. C'est tout à fait contradictoire. Voilà, bon, je vais en rester là. Je vais vous souhaiter plein de choses. J'espère avoir beaucoup de commentaires. Vous pouvez bien entendu vous abonner si vous voulez à la chaîne du circuit-officiel.be. J'espère pouvoir vous faire d'autres vidéos dans de meilleures conditions, de meilleure qualité d'image, quand le confinement sera terminé, et pour autant, bien entendu, que je sois encore vivant, parce que tout est possible. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Bye bye, à la prochaine. Et hop, fausse sortie, je reviens l'espace de quelques secondes seulement pour vous parler de quelque chose que j'ai oublié et qui m'a été insufflé par l'ami Silvano. Je ne vais pas dire son nom complet, mais il va se reconnaître. C'est un point qui finalement est important à signaler. C'est que, en parlant de peur, j'ai parlé beaucoup de peur tout à l'heure, eh bien, les personnes qui ont peur, d'abord, généralement, ont tendance à perdre beaucoup de leurs moyens. Ensuite, la peur agit directement sur les poumons, d'une part, et sur le système immunitaire. Or, eh bien, comme par hasard, le Covid-19 agit sur les poumons puisque bon, ça déclenche notamment, entre autres, des problèmes respiratoires. Et d'autre part, le système immunitaire est bien là pour nous défendre contre les agressions diverses, notamment les virus, quoi. Bon, voilà. Mais c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, c'est bon, c'est la dernière fois. Je vous souhaite plein de bonnes choses. À la prochaine. Salut!